Municipal 2020, l'interview. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Alors vous êtes actuel Premier ministre du gouvernement français et candidat à la tête de la liste Le Havre, point d'exclamation, dans le cadre des élections municipales dont le premier tour aura lieu le 15 mars 2020. Tout d'abord, en guise d'introduction, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est le moment clé, l'événement qui vous a donné envie de vous engager en politique. Écoutez, moi je suis né en 1970, en novembre 1970, et puis j'étais un petit garçon très sportif, très musicien, assez bon à l'école. J'aimais bien l'école. Mon père était prof de français, ma mère était prof de français, ma sœur est devenue prof de français. À la maison, il fallait respecter l'école, il fallait avoir plutôt des bonnes notes. On aimait les livres, et j'étais un petit garçon qui était très très libre. Parce qu'on me laissait énormément de liberté. Dès lors que je racontais pas n'importe quoi à mes parents, que j'avais des bonnes notes, on me laissait faire ce que je voulais. Et très tôt, j'ai commencé à être passionné par l'histoire. L'histoire de France, l'histoire en général, l'histoire égyptienne, l'histoire romaine. Enfin, j'aimais l'histoire. Et je pense que progressivement, je me suis rendu compte que la politique, c'était d'une certaine façon une façon d'être dans l'histoire en train de se faire. Et donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai fait mon collège, mon lycée, je suis parti en Allemagne passer mon bac en première et en terminale. Puis ensuite, j'ai fait des études qui me mettaient dans ce bain où on étudie l'économie, le droit, les sciences politiques, l'histoire. Et je n'imaginais pas qu'un jour je ferais de la politique, parce que d'abord personne n'en avait jamais fait autour de moi, dans ma famille ou dans mes amis. C'était un monde que j'ignorais complètement, qui m'intéressait, mais que j'ignorais complètement. Et puis en 2000, j'ai été membre pendant 2 ans du Parti Socialiste, quand j'étais étudiant, en 88 et 89, ou 89 et 90. Et bon, j'avais pas aimé, Enfin, j'avais pas du tout aimé pardon. Quand je dis j'ai pas aimé le fonctionnement à l'intérieur d'un parti politique. Donc j'avais abandonné, j'étais parti, bon voilà. Et en 2000, puis j'ai un peu évolué, j'ai changé un peu d'opinion, enfin on mûrit avec l'âge. Et en 2000, j'ai rencontré Antoine Rufenacht. En fait, c'est cette rencontre qui a tout engagé. Je l'ai rencontré au moment où on préparait il préparait l'élection municipale de 2001. On a beaucoup échangé, on était au Havre, et il m'a proposé de venir sur sa liste en me disant, si vous aimez ça, il faut vous lancer, et il faut voir si vous aimez ça. Et j'ai commencé avec lui, et si j'ose dire, je l'ai jamais quitté, et j'ai appris avec lui, d'abord comme adjoint au maire, de 2001 à 2010, et puis ensuite comme maire, de 2010 à 2017, et puis après je suis devenu Premier ministre, parce que le président de la République m'a demandé de mettre en œuvre les engagements qu'il avait pris devant les Français. Et quand ce sera fini, j'espère que je pourrai redevenir maire du Havre, parce que c'est ce à quoi j'aspire, c'est ce que j'aime. Merci. On va commencer à entrer dans le programme de la liste Le Havre. On aimerait parler culture, un sujet qui nous est cher à Ouestrach. Durant ces 10 dernières années, il y a eu de belles réalisations. L'installation du SEM et du Tetris au fort de Tourneville, la rénovation du Sirius et du Volcan, la création de la bibliothèque Némeyer. Côté événementiel, la création du Goût des autres, d'un été au Havre, et j'en oublie certainement. Il vous reste des envies pour le Havre en matière de culture? Plein. Parce que la politique culturelle, c'est jamais terminé. C'est d'ailleurs en général comme l'action publique, c'est jamais terminé. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire plus intelligent encore. C'est vrai que ça compte pour moi, la politique culturelle. Et si vous me permettez, je vais commencer par dire quelque chose dont je ne suis pas sûr que tout le monde est assez d'accord avec ce que je vais dire, mais que je crois profondément. Je pense profondément que la politique culturelle, ça ne doit pas servir à autre chose. Je sais que très souvent on dit la politique culturelle ça crée du lien social, la politique culturelle ça crée de la richesse, la politique culturelle ça crée de l'attractivité touristique, c'est vrai, tout ça est vrai. C'est incontestable et c'est tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Mais il faut pas le faire pour ça. La politique culturelle, c'est d'abord faire en sorte que le réflexe culturel se développe. C'est être capable de mettre en présence des œuvres, d'organiser des rencontres entre des œuvres et des individus. Et c'est ça qui compte. Donner envie de créer et faire en sorte que quelqu'un voit une œuvre, réfléchisse, soit pas d'accord, rêve, se demande s'il peut faire la même chose, se demande s'il peut faire mieux, se demande pourquoi est-ce que quelqu'un a fait ça. Bref, pour moi c'est ça la culture, une rencontre entre une œuvre et un individu. Et la politique culturelle, elle doit permettre de favoriser ça, de favoriser la création, de faire en sorte que quand au fond de soi, ou parce qu'on a vu d'autres le faire, on se dit peut-être que moi aussi je pourrais faire ça, peut-être que je voudrais apprendre ça, peut-être que je voudrais créer, faire en sorte que ce soit possible, et puis faire en sorte que les œuvres, les créations
soient mis en contact avec des individus. Et c'est pour ça qu'on a fait une politique de la lecture très ambitieuse au Havre, mais vraiment très ambitieuse, qui est citée en France entière, en disant c'est une des plus belles politiques de la lecture qui a été engagée. C'est pour ça qu'on a créé des grandes manifestations, c'est pour ça que on a pris des risques. Vous avez parlé de la création du Tetris et de l'installation du SEM au fort de Tourneville. Aujourd'hui, ça semble évident. En fait, la ville a pris des très gros risques pour faire ça. Elle a travaillé avec ces associations pour leur permettre de venir s'installer, pour créer des montages juridiques et financiers qui leur permettaient de venir s'installer. Ça a très bien marché. Moi, je suis enchanté, je suis assez fier de tout ça. Et il faut continuer. Et il faut beaucoup continuer. Alors, on va continuer vers quoi ? On va continuer dans plein de directions. Sur la politique culturelle. On va continuer d'abord ce qui a été engagé et qui peut encore mieux marcher, le plan lecture, le plan musique, qui mérite d'être approfondi, qui mérite de mieux marcher. On va créer des nouveaux instruments. J'ai très envie d'engager une politique culturelle autour de l'image, du cinéma, de la série, autour de cette façon qu'a notre société de fonctionner de plus en plus autour de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on les crée ? Comment est-ce qu'on les travaille ? Comment est-ce qu'on les interprète ? C'est à la fois une politique culturelle et presque une politique éducative qu'il faut lancer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Il faut construire des nouveaux équipements, entretenir des choses qui existent déjà mais qui commencent à être un peu abîmées. Je pense au théâtre des Bains-Douches par exemple, qui est pas dans un très bon état et qui fait pourtant un très bon travail en matière d'aide à la création. Donc il faut, enfin de création, pas d'aide à la création, de création. Il faut probablement construire, enfin pas probablement, il faut construire une deuxième salle pour le Volcan parce que le Volcan a besoin de s'installer dans un lieu qui lui permettra de faire des petites formes comme on dit. Il faut créer des nouveaux équipements. Je pense par exemple que on a au Havre un patrimoine exceptionnel en matière maritime et portuaire. Et on a aussi une tradition exceptionnelle en matière de regard, si j'ose dire, vers le Nouveau Monde, vers les Amériques. C'est pour ça qu'on a été créé, vers aujourd'hui l'Asie, compte tenu de nos relations portuaires. On a été une terre d'émigration. Puis ensuite, on a été une terre d'immigration. Il faut qu'on raconte cette histoire. Il faut que c'est pas simplement parce que on en est fier, c'est la nôtre. Il faut qu'on la raconte, il faut qu'on la connaisse mieux. Et donc, on voudrait créer, probablement sur la pointe de Floride, un très beau musée maritime et portuaire qui permettrait de mieux appréhender ce patrimoine. Et puis, il faut faire de la politique culturelle et des politiques culturelles dans des endroits où on s'y attend pas forcément. Je pense par exemple à un lieu, ça va peut-être surprendre un peu, mais vous voyez au Mont-Gaillard, dans la galerie marchande, il y a beaucoup de cases vides. Elles sont vides parce que ça a été un investissement privé, que ça marche pas comme les gens pensaient que ça marcherait. Bon voilà. Et je me dis que peut-être dans ces cases vides, on pourrait créer des salles, soit de répétition, soit peut-être mieux encore des salles de diffusion, pour des petites formes musicales ou théâtrales. Après tout, il y a le tramway qui y va, c'est assez facilement accessible, c'est pas des endroits perdus au milieu de nulle part, au contraire, c'est même des endroits qui sont très facilement accessibles, et peut-être que pour des gens qui ont pas la possibilité de faire construire une salle, ou ont pas la possibilité d'en exploiter une ou de la louer très cher, mettre à la disposition des associations des petites formes, et ben ça a peut-être du sens. Voilà, entre autres, ce qu'on veut faire, mais je pourrais vous en parler des heures. On va parler maintenant environnement. Vous déclarez dans votre programme que vous voulez montrer qu'une ville industrielle et portuaire peut être aussi une ville où la qualité de vie est exceptionnelle. Il faut malheureusement constater que la question environnementale est assez récente dans l'histoire de l'ère industrielle et il faut désormais réparer certaines erreurs du passé. Quelles mesures mettre en place pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement sur le territoire du Havre ? Bon, il y a des erreurs du passé qu'il faut réparer, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup d'erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Quand je dis nous, c'est pas moi, c'est pas l'équipe municipale sortante, c'est l'ensemble des Havraises, des Havrais et des Français qui vont dans le bon sens. Et il faut en être fier. Il faut aussi montrer qu'on est capable de faire des choses. Parce que si on montre pas qu'on est capable de faire des choses, les gens se disent on n'y arrivera jamais. Donc il faut assumer ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'impératif environnemental, il est compris par tout le monde. Il y a plus que des dingues qui pensent qu'il y a plus de sujet. Enfin, je crois. Donc tout le monde essaie de s'y mettre. Alors certains y pensent depuis très longtemps. Certains considèrent que c'est la priorité absolue et qu'il faut quasiment consacrer tous ses moyens à ne faire que ça. Moi, je considère que c'est une vraie priorité et que on doit la prendre en compte. Alors, la prendre en compte dans la politique de l'habitat. C'est pour ça qu'on va mettre un énorme paquet sur la rénovation des logements, notamment la rénovation thermique des logements. C'est pas hyper spectaculaire, je reconnais, mais c'est au fond un des trucs les plus efficaces à faire si on veut lutter contre le gâchis de l'énergie ou la production pour rien, enfin le gaspillage. C'est pour ça qu'on va mettre le paquet sur la mobilité électrique, avec une 3e ligne de tramway qui va permettre d'améliorer la qualité de service et de redéployer les bus sur des endroits de la ville où ils sont moins fréquents. Le paquet sur le véhicule électrique,
pour faire en sorte que les gens qui veulent passer au véhicule électrique puissent pouvoir se garer sans problème et notamment pouvoir recharger leur voiture quand ils se garent. On est capable de le faire. On va créer plus d'une centaine de places équipées pour du véhicule électrique. Mettre à disposition des vélos électriques, ça marche très bien. C'est extrêmement agréable, ça permet de franchir les côtes sans trop de problèmes, enfin, même sans aucun problème. Et on a vu le développement incroyable du vélo électrique au Havre comme dans d'autres villes de France. Il faut mettre le paquet là-dessus. Ça exige aussi de faire attention à la nature. Alors à la nature qu'il faut réinstaller dans la ville. Avec la forêt de Montjon et le parc de Rouelle, on a 2 écrins et la plage. On a 2 ou 3 écrins exceptionnels, mais il faut systématiquement, quand on repense une place, remettre des arbres, planter des arbres. On en a planté énormément au Havre dans les 15 dernières années. Mais c'est incroyable. Probablement les gens qui nous écoutent se rendent pas compte du nombre d'arbres qu'on a plantés au Havre. Je crois que le chiffre c'est 11 000. On en a planté 11 000 en net, donc c'est considérable. On est passé, on est passé de 15 à 26, 27 000. C'est vraiment très impressionnant. Il faut continuer parce que c'est indispensable. Et puis il faut réparer parfois, préserver la qualité de l'eau. On l'a fait. Vous savez, encore une fois, les choses se voient pas toujours, mais c'est vachement important de le redire. On a fait au Havre dans les 15 dernières années, des investissements considérables pour faire en sorte que l'eau qui part vers la Seine ou qui partent vers la mer ne soient pas polluées. Qu'elles soient traitées de façon à ne pas polluer le milieu naturel. Ça ne se voit pas, ou ça se voit très peu. Mais on a fait considérablement en la matière. Et puis il y a cette affaire de la décharge de Dolmar qu'il faut traiter. C'est des très mauvaises habitudes qui ont été prises il y a longtemps, qui se sont terminées à la fin des années 90, dans la deuxième moitié des années 90. La pollution est là. Il faut soit l'endiguer, soit enlever tout. Il y a des études qui sont en cours pour savoir ce qui est le plus respectueux du milieu naturel. Moi, j'ai pas la solution. J'écoute avec attention ce que me disent les scientifiques. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que dans les 3 années qui viennent, je me suis fixé 2023, il faut qu'on ait réglé cette question. Et on peut le faire. Ça exige d'y mettre des moyens. Mais je crois que ça vaut le coup de le faire. Notre dernier grand thème sera celui de l'économie et de l'emploi. Le tissu industriel portuaire est en pleine mutation. Il y a de nouveaux doutes qui planent sur l'usine Renault-Sandouville, par exemple. Des inquiétudes sur la compétitivité du port face aux autres grands ports européens. Du côté du centre-ville, mais aussi des quartiers, le commerce peine à rester dynamique. On en a un petit peu parlé en abordant le sujet du centre commercial Grand Cap. Comment un maire peut agir concrètement pour préserver et développer l'emploi sur le bassin havrais ? Bon, d'abord, il vaut mieux être modeste en la matière, parce que tous les gens qui vous expliquent qu'ils ont la solution magique, en général, ils vous racontent des cacahuètes. La vérité, c'est que c'est un travail patient, cohérent, qui permet d'obtenir des résultats. Il faut d'abord, je le dis toujours, dès qu'il s'agit d'emploi, il y a une priorité, c'est la formation. L'éducation et la formation. Il faut mettre le paquet sur l'éducation, il faut mettre le paquet sur la formation, sur l'apprentissage, sur l'enseignement supérieur, faire du Havre une grande ville universitaire, faire du Havre une ville où on a des équipements qui permettent de faire de l'apprentissage général ou de l'apprentissage sur les métiers de l'artisanat, c'est absolument indispensable. Et c'est ce qu'on fait en développant le campus, en créant une université régionale des métiers de l'artisanat qui va s'installer à côté de l'université. C'est absolument indispensable. Deuxième point, il faut défendre l'industrie quand elle existe et quand elle est là. La désindustrialisation, c'est un danger. Une zone industrielle ou portuaire comme celle qui est à côté du Havre, c'est la richesse du Havre et donc il faut la préserver, il faut défendre les industries, il faut faire en sorte que lorsqu'elles sont en difficulté, on puisse les accompagner. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un petit peu plus de 10 ans, il y a 11 ans, Sandouville était déjà dans une situation très difficile. Et on s'était beaucoup mobilisé. Antoine Ruffnac, le maire de l'époque, le gouvernement, on s'était beaucoup mobilisé pour sauver l'usine et grâce à cette action, elle a fonctionné pendant 10-11 ans de façon progressivement de plus en plus efficace, donc c'était un vrai succès. Aujourd'hui, on sait que, et c'est pas propre à Renault-Sandouville, ça va être partout, on va avoir un coup de frein économique. On l'a vu arriver avec les difficultés commerciales partout dans le monde, on l'a vu arriver avec les grèves au port, et on le voit arriver avec l'effet du coronavirus qui va ralentir les échanges mondiaux. Donc on va avoir une période difficile. Il faut préparer la suite. Préparer la suite, ça veut dire investir dans le port, ça veut dire préparer des nouvelles filières industrielles, et on peut se réjouir. On a au Havre l'installation avec les éoliennes offshore d'une nouvelle filière industrielle. C'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a beaucoup de villes qui sont battues pour avoir cette filière. Saint-Nazaire, Brest, Dunkerque, Cherbourg. Bon, finalement, elle sera au Havre. Et elle sera au Havre parce qu'on s'est battu et parce qu'on a gagné. Et on va avoir près d'1 millier d'emplois qui vont permettre d'offrir des perspectives au Havrais, de permettre parfois à des gens de venir s'installer au Havre. C'est évidemment une excellente nouvelle. Sur le commerce, il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent. Alors comment est-ce qu'on fait ? On développe le tourisme, bien entendu, mais c'est vrai que ça n'aide pas tous les commerces. Mais quand même, il faut le faire, et on l'a fait. On essaie de faire en sorte que
la grande tendance qui a consisté à créer des hypermarchés dans les villes autour du Havre soit contrebalancée par le développement du commerce à l'intérieur de la ville. Quand j'étais maire du Havre, le maire de Gonfreville-Lorcher de l'époque, aujourd'hui il va être maire du Havre, mais à l'époque il défendait beaucoup les intérêts des grandes surfaces à l'extérieur de la ville. Bon, je peux le comprendre, c'était son point de vue. Moi je pense que ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y ait une offre dynamique au Havre, commercial. C'est pour ça que les docks, c'est plutôt une bonne chose. Que Primark vienne s'installer au dock, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait revenir les gens à l'intérieur de la ville. C'est plutôt une excellente chose. Mais il faut aussi préserver les linéaires commerciaux. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé quand vous avez 4, 5, 6 commerces sur la place de Bléville ou sur la place de Graville. Si vous en avez un au milieu qui se transforme en compagnie d'assurance ou en banque, vous cassez la dynamique commerciale de l'ensemble du quartier. C'est peut-être un peu injuste s'agissant des banques ou des compagnies d'assurance, mais c'est un fait, tous les commerçants le savent. Donc il faut protéger. Je crois qu'il y a des villes qui ont mis en place des droits de préemption sur les commerces. Le droit de préemption en matière de commerce, on peut le faire juridiquement, simplement ça coûte assez vite, assez cher. D'accord. Et donc il faut voir, est-ce que l'objectif c'est de subventionner la cession des fonds de commerce par les commerçants, ou est-ce que l'objectif c'est de défendre... Moi ce que je veux, c'est protéger les linéaires commerciaux, c'est essayer de faire en sorte de redonner un avantage à ceux qui viennent faire leurs courses en ville. Ça demande du travail, ça demande beaucoup d'écoute vis-à-vis des commerçants, parce que souvent ils ont la bonne idée, ou ils voient à peu près comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas abîmer la situation dans un quartier. Et je constate qu'il y a des endroits où on a réussi. Il y a quelques années, la rue de Paris, elle se vidait. Aujourd'hui, elle se vide plus, elle se remplit. Il y a des nouvelles cases commerciales qui sont créées. C'est plutôt bon signe. Alors, ça veut pas dire qu'on va réussir partout. Et je vois par exemple le marché des Halles. Pendant longtemps, il n'y avait pas ce marché le dimanche. Aujourd'hui, c'est un des jours où ça fonctionne le mieux. Et puis, il y a des endroits où ça résiste bien. Quand je vais sur la place de Bléville, je vois des commerces de proximité qui résistent, qui vont pas mal. Alors, ça demande beaucoup de travail, et c'est un travail considérable de la part de ceux qui font vivre ces commerces. Mais ça prouve que c'est possible. Et enfin, dernière question, si vous êtes élu maire du Havre le 22 mars prochain, quel grand projet ou quel grand axe politique aimeriez-vous inscrire en filigrane de ces 6 prochaines années ? Moi, ce qui m'intéresse, je dois dire, c'est beaucoup de m'inscrire dans une forme de continuité. Quand je regarde le Havre depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sent que les choses se sont transformées. Vous savez, moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup, c'est ce que disent les vieux Havrais, si j'ose dire. Quand on leur dit « mais comment est-ce que la ville s'est transformée dans les 30 dernières années ?» En général, ils sont assez élogieux. Il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est ce que disent les gens qui reviennent au Havre. Après en être parti pendant 5 ans ou 10 ans, parfois un peu plus. Et ils vous disent « c'est incroyable ce que la ville a changé. C'est incroyable ce qu'elle s'est transformée. » Bon. Donc ça veut dire que on bouge et on va plutôt dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Évidemment que tout n'est pas parfait. Rien n'est jamais parfait. Mais ça veut dire qu'on va plutôt dans le bon sens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer dans ce sens-là. C'est de m'inscrire en cohérence dans la politique culturelle, dans la politique économique, dans le développement de l'attractivité de la ville. C'est créer des projets qui se voient, une urbanisation qui redensifie le centre-ville, pour éviter que, justement, pour créer des services nouveaux, c'est faire du Havre une ville universitaire de plus en plus dynamique et attractive. Il y a toujours au Havre cette notion de dynamisme et d'attractivité et de qualité de vie. On a une vraie qualité de vie au Havre. Et les Havraises et les Havrais, ils le savent. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais ils le savent. Donc comment est-ce qu'on fait pour être à la fois dynamique, industriellement, économiquement, culturellement, démocratiquement, et une qualité de vie exceptionnel. Voilà, c'est ça les deux points forts. Et ensuite, il y a évidemment beaucoup de projets, je l'ai dit, une 3e ligne de tramway, un musée maritime et portuaire, des maisons des aidants. Enfin, j'ai fait un programme qui fait 8 pages assez dense parce que je préfère mettre tout sur la table pour que chacun se fasse une idée et ensuite pour dérouler pendant 6 ans. Merci Édouard Philippe. Merci à vous.